Imaginez un homme de 73 ans qui travaille 16 à 18 heures par jour depuis des décennies, qui refuse de quitter sa résidence en bois perchée dans une forêt de pins près de Moscou, le Kremlin lui-même étant devenu trop pénible, trop officiel, trop loin de l'homme qu'il veut rester. Qui convoque chaque nuit, jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, le même cercle étroit, Beria, Malenkov, Khrouchtchev, Boulganine, pour des dîners où l'alcool coule à flot, mais pas dans son verre à lui. Staline boit peu, les autres boivent beaucoup. L'alcool est un outil, pas un plaisir. Un instrument de contrôle, un test de loyauté, un piège silencieux qui se referme sur ceux qui s'y aventurent. Cette nuit-là, le 28 février 1953, rien ne distingue le dîner des précédents. Staline est, dit Khrouchtchev, de bonne humeur. Il plaisante. Il fait projeter un film soviétique, une production dont Khrouchtchev lui-même ne se souviendra plus exactement. Aux alentours de 4 heures du matin, les invités se lèvent. Staline les raccompagne. Il agite la main, debout, à côté des voitures. C'est la dernière fois qu'on le verra sur ses deux jambes. Nous sommes en plein hiver moscovite, à la Datcha, proche de Kuntsevo. Cette résidence n'est pas un palais, c'est un assemblage de pièces modestes, de couloirs étroits, de tapis épais, de silence. Tout est conçu pour qu'un seul homme y vive sans être jamais dérangé, et jamais touché. Personne n'entre dans les pièces personnelles du dirigeant sans y être appelé. Règle absolue. La transgresser, c'est risquer sa vie. Les gardiens le savent. Ils l'ont appris par leurs prédécesseurs, qui l'avaient appris par d'autres, qui avaient disparu. C'est dans ce monde-là que Staline s'éteint lentement, depuis des mois, peut-être depuis des années. Les témoins décrivent un homme qui marche plus lentement, qui confond les noms, qui se tait longuement au milieu d'une conversation, le regard fixe, perdu sur un point qui n'existe nulle part dans la pièce. Un homme qui s'assoit seul dans la grande salle à manger, contemple le jardin par la fenêtre et ne demande rien, n'exige rien, comme s'il attendait, sans savoir quoi. Ou peut-être comme si son cerveau, abîmé par des années de surcharge et une tension artérielle jamais soignée, ne percevait plus la réalité avec une netteté suffisante pour vouloir quoi que ce soit. En arrière-plan, une autre histoire court, plus brutale, plus glaçante. On l'appelle l'affaire des médecins. En janvier 1953, les journaux soviétiques publient une accusation d'une violence inouïe. Un groupe de médecins du Kremlin, pour la plupart juifs, aurait empoisonné des dirigeants soviétiques, les tuant de l'intérieur, méthodiquement, sur ordre d'un prétendu complot sioniste et américain. 9 médecins arrêtés. 6 sur 9 sont juifs. La Pravda titre, dénonce, enfle la rumeur. Dans les hôpitaux, les patients refusent désormais d'être soignés par des médecins au patronyme juif. Des professeurs sont renvoyés. Des dénonciations affluent. Le pays entier se retourne contre une partie de ses propres élites médicales. Une partie des historiens considère que cette campagne était la préparation d'une déportation massive des Juifs soviétiques, sur le modèle de ce qui avait été fait aux Tchétchènes et aux Tatars de Crimée en 1944. Des trains auraient été prêts. Des places en Sibérie et au Kazakhstan auraient été réservées. Nous n'avons pas, à ce stade, de preuves documentaires irréfutables de cette intention. Mais les pièces du puzzle, disent ces chercheurs, s'emboîtent avec une cohérence troublante. Et c'est dans cette atmosphère, paranoïa d'État, antisémitisme d'État, machine à déporter qui se met en marche, que Staline s'effondre. Seul, dans une pièce dont personne n'a le droit d'ouvrir la porte, étendu sur le sol, incapable d'appeler à l'aide. Parce que personne n'écoute, parce que personne n'a le droit d'écouter. Un garde de la Datcha de Kuntsevo, dont le nom figure dans les archives rouvertes au début des années 90, a laissé ce portrait étrangement suspendu. Il avait l'air d'un homme qui attend quelque chose, mais qui ne sait pas quoi. Peut-être sentait-il que le temps touchait à sa fin. Ou au contraire, peut-être ne sentait-il rien du tout, parce que le cerveau,
abîmé par des années de surcharge et une tension trop élevée, ne donnait plus une perception pleine de la réalité. La phrase a été prononcée bien plus tard, dans un autre monde, par un homme qui avait vu ce visage. Nous ne pouvons pas la vérifier à la lettre, mais elle dessine une silhouette, celle d'un vieillard au pouvoir absolu, mais dont le pouvoir n'avait pas effacé la solitude. Au contraire, il l'avait creusée. Ce que vous venez d'entendre est la scène d'ouverture d'une enquête. Une enquête qui ne porte pas seulement sur les 18 heures pendant lesquelles un dictateur agonisa sans qu'on appelle un médecin, elle porte aussi sur la légende. Car la mort de Staline, contrairement à la mort d'un simple mortel, ne s'est jamais résolue dans les faits. Elle a été immédiatement absorbée par les récits, les hypothèses, les soupçons, les reconstructions. Pendant 40 ans, aucune archive n'a parlé. Après, les archives ont parlé, mais par fragments, par silence, par omission. Et ce que nous racontons ici n'est pas la vérité nue, introuvable par construction. C'est le chemin à travers ce que nous savons, ce que nous croyons savoir, et ce que nous ne saurons probablement jamais. 3 fils rouges vont nous guider. Le premier est factuel. Que s'est-il passé, minute par minute, dans la nuit du 1er mars et dans les jours qui ont suivi? Le deuxième est documentaire. Que disent les archives rouvertes dans les années 90 et que taisent-elles encore? Le troisième est légendaire. Quelles versions circulent depuis 70 ans? Qui les porte? Qui les ont intérêt à les porter? Et comment distinguer la piste sérieuse de la rumeur vénéneuse? À la fin de ces 5 parties, vous ne tiendrez pas une vérité entre vos mains. Vous tiendrez une cartographie. Une carte de ce qui reste, en 2025, de la dernière nuit de Staline. Chaque fait documenté sera présenté comme tel. Chaque hypothèse sera nommée comme hypothèse. Chaque controverse sera nommée comme controverse. Et c'est précisément cette cartographie qui manque, aujourd'hui encore, au grand public. Parce que la légende a recouvert le terrain. Parce que nous aimons les complots bien plus que les hasards. Parce que la vérité ici est probablement plus terrible qu'aucune des 2 versions extrêmes qui s'affrontent depuis 70 ans. Ni un simple accident biologique, ni un assassinat signé. Quelque chose entre les deux. Quelque chose de spécifiquement stalinien. Pour comprendre, commençons par cette nuit étrange, à la datcha de Kuntsevo, dans une forêt de pins moscovites où un homme de 73 ans dicte à ses convives, jusqu'à 4 heures du matin, ce qui ressemble à des plans pour l'avenir. Un avenir qu'il ne verra pas. Non pas parce que des comploteurs l'auraient prévu, mais parce que la machine qu'il a lui-même construite, la machine de la peur, était devenue à la fin incapable de protéger son propre créateur. Et c'est cette machine-là que nous allons démonter, pièce par pièce, dans les parties qui suivent. 1er mars 1953. Kuntsevo. La lumière s'allume dans la chambre de Staline aux alentours de 10 heures du matin. Pour les gardiens postés derrière la porte, ce signal a un sens précis. Staline est réveillé, Staline va commencer sa journée, Staline va bientôt faire appeler l'un d'entre eux, ou son secrétaire, ou l'un de ses 4 convives réguliers. Le silence derrière le rideau peut s'étirer, jamais très longtemps. 10 heures, c'est un horaire presque normal. La maison respire. Mais midi passe, 13 heures passent, 14 heures passent. Pas de son, pas d'appel, pas de bruit de pas, de tiroirs ouverts, de feuilles tournées. La règle de la résidence est intangible. On n'entre pas, jamais, sans convocation explicite. Le règlement a été écrit, jadis, dans le sang des gardes précédents. Tous le savent. Ceux qui l'ont oublié ont été remplacés. Dans un système pareil, la meilleure façon de rester vivant, c'est de ne rien faire. C'est seulement vers 22 heures, c'est-à-dire 18 heures après le départ des invités, qu'un événement minime va briser la glace. Un prétexte, minuscule, presque banal. Des colis en provenance de Moscou, destinés personnellement aux dirigeants. Pour les remettre, il faut entrer. Le garde qui entre s'appelle Losgatchev. Il pousse la porte.
Ce qu'il découvre au sol dépasse tout ce qu'il a appris à prévoir dans sa formation. Staline est étendu sur le parquet, dans une flaque d'urine, en sous-vêtements. Vivant. Les yeux sont ouverts, mais la bouche ne peut articuler aucun son. Le côté gauche du corps est inerte. Bras gauche, jambe gauche, tout pend, comme si le fil qui les reliait au cerveau avait été coupé. Le visage est tordu. La main droite, elle, peut encore bouger. Elle se soulève faiblement, dans un geste qui ressemble à un salut, ou peut-être à une demande d'aide. Losgatchev appelle du renfort. On transporte Staline sur le divan. Le dirigeant de l'Union soviétique, l'homme le plus protégé de la planète, vient d'être retrouvé au sol comme un objet tombé d'une étagère. Losgatchev décroche le téléphone. Il appelle Starostin, le chef de la sécurité personnelle de Staline. Starostin arrive, regarde, palpe. Que fait-il ? Il ne fait pas venir de médecin. Il décroche un autre téléphone et appelle Beria. Beria ne vient pas. Sa réponse est célèbre dans toutes les reconstructions postérieures. Le ton serait presque agacé, presque amusé, presque paterne. Une phrase dont la paternité exacte est discutée, mais dont le contenu, lui, ne l'est pas. Staline dort probablement très profondément. La garde panique pour rien, il ne faut surtout pas le déranger. C'est aux alentours de 23h, le 1er mars, 11h du soir. Le maître du Kremlin dort, selon son chef de police politique. La machine humaine capable d'arrêter des nations entières est réduite à cette phrase. Ne pas déranger. Ce qui se passe ensuite est l'objet de tous les croisiens possibles, et le nœud de l'affaire. Starostin, après l'appel à Beria, compose d'autres numéros. Il a réuni chez lui, ou dans une pièce de la résidence, ce qu'on appellera la consultation. 4 hommes, toujours les mêmes. Beria, Malenkov, Khrouchtchev, Boulganin. Aucun médecin, aucune infirmière, aucun ambulancier, aucune sirène. Juste ces 4 hommes qui se regardent la carte du pouvoir à venir et se demandent ce qu'ils vont faire. Eux et personne d'autre. Khrouchtchev, dans ses mémoires dictés après son départ du pouvoir, laisse une version étrangement lisse. Ces 4-là se seraient sincèrement demandé si Staline n'était pas simplement en train de dormir. Ils seraient venus à la datcha, auraient regardé l'homme étendu sur le divan, auraient haussé les épaules et seraient repartis chez eux. Cette version a un problème. Elle se contredit elle-même. Car Khrouchtchev ajoute, dans les mêmes pages, des détails qui ne cadrent pas avec l'idée d'un homme endormi. Un homme qui dort ne fait pas pipi sous lui. Un homme qui dort ne perd pas l'usage de la moitié de son corps. Un homme qui dort ne lève pas la main droite en un geste de supplication quand on lui montre de la lumière. Khrouchtchev le savait. Il l'écrit quand même. Peut-être a-t-il simplement reproduit la version officielle que les 4 avaient convenu de tenir. Peut-être a-t-il préféré, après coup, ne pas se peindre trop noir. Les historiens débattent encore. Ce qui est sûr, c'est que la décision collective de cette nuit-là a une conséquence simple, terrible, mathématique. Un médecin ne sera au chevet de Staline que le lendemain matin, 2 mars. Cela fait donc, depuis le moment supposé de l'accident vasculaire, 18 heures de retard. Pour une hémorragie cérébrale massive, à cette époque, dans un pays qui ne dispose ni d'imagerie moderne, ni de neurochirurgie d'urgence, le retard a un nom technique. Sentence. Chaque minute compte, disent les médecins. 18 heures, c'est un abîme. C'est l'équivalent, en termes de chances de survie, de regarder un incendie brûler la maison sans appeler les pompiers. Quand les médecins arrivent enfin, le 2 mars au matin, leur peur est d'une autre nature que la peur professionnelle ordinaire. L'affaire des médecins bat son plein. Des collègues à eux sont en prison, en attente de procès, sur des accusations grotesques. Être médecin du Kremlin à ce moment précis, c'est risquer sa vie dans les 2 sens du terme. Si on sauve Staline, on devient suspect d'avoir été du complot. Si on ne le sauve pas, on devient suspect de l'avoir tué.
L'académicien Loukomski, qui examinera Staline à plusieurs reprises, a un souvenir précis de ses propres mains qui tremblaient. Ce n'était pas la traque du clinicien devant un patient prestigieux, c'était la terreur pure de l'homme qui sait qu'il pourrait, dans les semaines qui suivent, être arrêté à son tour. Le diagnostic ne prend que quelques minutes. Hémorragie cérébrale massive. Insulte vasculaire du côté gauche. Tout le côté gauche du corps est paralysé. La parole est perdue. La conscience va et vient, par intermittence, comme une lampe qui grésille avant de s'éteindre. 3 jours durant, les bulletins de santé sortiront 3 fois par jour pour la population soviétique. Troubles graves de la circulation sanguine, état très grave, pronostic réservé. Chaque mot est pesé. Chaque phrase doit maintenir l'espoir, sans jamais le garantir. C'est une langue de médecin sous contrainte politique, un exercice d'équilibrisme lexical au-dessus du vide. Mais il y a, dans ces jours de déchéance, un instant que les témoins n'oublieront pas. Le 2 mars, Staline ouvre les yeux. Il regarde autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose. Lentement, sa main droite se lève. Son index se tend. Il pointe un tableau accroché au mur. Une reproduction. Une scène simple, presque enfantine. Une petite fille qui nourrit un chevreau. Staline regarde le tableau. Son doigt reste tendu. Personne, parmi les médecins ou les gardes, ne sait ce qu'il essaie de dire. Un spasme de plus dans un cerveau en train de s'éteindre ? Une dernière tentative pour parler à travers une image ? Ou simplement l'innocence d'un geste, sans signifier, dernier mouvement d'un corps qui s'éteint. Les historiens ne tranchent pas. Les témoins ne prétendent pas avoir compris. Le geste reste, aujourd'hui encore, suspendu. Une énigme visuelle au milieu d'une nuit d'énigmes plus large. Ce qui n'est pas une énigme, en revanche, c'est le retard. 18 heures. 18 heures pendant lesquelles un homme de 73 ans est resté seul, inerte, souillé, sans aucun secours. 18 heures pendant lesquelles la direction du plus grand État du monde a fonctionné comme si de rien n'était. 18 heures pendant lesquelles 2 décisions essentielles ont été prises, ou délaissées, par un groupe de 4 hommes réunis à la hâte autour d'un téléphone. Et voici la question qui brûlera pendant 70 ans. Qui a décidé, vraiment ? Qui a choisi de ne pas appeler ? Était-ce la peur, cette peur ancienne, épaisse, qui tétanisait chaque garde, chaque secrétaire, chaque infirmière depuis 30 ans ? Ou était-ce autre chose ? Était-ce, déjà, la main d'un successeur impatient, calculant que chaque heure sans médecin rapprochait l'échéance ? Était-ce la chance, tout simplement, l'alignement fatal d'un règlement trop rigide et d'un accident nocturne ? Ou était-ce les 3 à la fois, mêlés dans une nuit où personne n'osait regarder la vérité en face, parce que la vérité, à Kuntsevo, pouvait être la mort ? Nous y reviendrons. Mais pour l'instant, quittons la datcha. Car pendant que Staline agonise dans la lumière crue du matin moscovite, une autre scène commence, en coulisses, à Moscou Centre. Les voitures officielles arrivent, repartent, reviennent. Les téléphones sonnent dans les ministères. Les enveloppes scellées sont ouvertes. Les ordres de service sont rédigés. Quelque chose se prépare, avec une efficacité qui ne doit rien au hasard. Quelque chose qui ressemble à une chorégraphie. Quelque chose dont la précision même, disent certains chercheurs, prouve que la mort de Staline n'était pas seulement attendue, elle était déjà, dans l'esprit de certains, un scénario parmi d'autres. 3 mars 1953. L'hémorragie s'étend. La zone de tissu cérébral détruite, presque certainement, ne peut plus être sauvée. Les médecins le savent. Chaque bulletin le dit, à sa manière. Une langue de bois médicale qui ne s'avoue jamais vaincue, mais qui n'ose plus promettre. Dans les hôpitaux de Moscou, dans les cabinets de province, dans les infirmeries d'usine, on suit la nouvelle avec une attention presque liturgique. 3 fois par jour. La radiodiffusion soviétique s'arrête.
Une voix solennelle lit le texte préparé. Puis une musique. Puis le travail reprend. Puis le lendemain, on recommence. Staline est au pouvoir depuis 29 ans. Cela signifie que la majorité des adultes soviétiques n'ont aucun souvenir d'un autre dirigeant. Lénine, pour la plupart, n'est qu'un portrait, une citation dans les manuels, une silhouette lointaine racontée par les anciens. Staline, lui, est le seul horizon. Le seul visage qu'on ait vu à la tribune, à la radio, dans les journaux. Le seul à qui on doive ce mélange de crainte et d'amour sacralisé que le régime a patiemment distillé pendant 3 décennies. Pour des millions de gens, sa mort, en ces jours de mars, c'est un peu comme si le monde s'arrachait ses fondations. Et cela se voit dans la rue. Moscou n'a pas prévu. Personne n'a prévu. Les gens arrivent par leurs propres décisions, à pied, en tramway, par cars entiers. Depuis les faubourgs ouvriers, depuis les banlieues, depuis les villages de la région, ils convergent vers le centre. La place Troubnaïa, les rues adjacentes, les grandes artères, se remplissent par centaines de milliers. Ce ne sont pas des cortèges organisés, encadrés par les services, filtrés par les barrages. Ce sont des flots humains, désordonnés, lents, silencieux, où domine le bruit des pas sur la chaussée et des sanglots qu'on ne cherche plus à contenir. Dans les usines, devant les haut-parleurs, des groupes se forment spontanément. Les gens pleurent. Pas par ordre, pas par peur du regard des autres, enfin si, la peur existe encore, toujours, partout. Mais parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Parce que 30 ans de pédagogie ont façonné à l'intérieur d'eux un attachement si profond qu'ils fonctionnent même quand la raison sait. Une partie d'eux comprend peut-être. Une autre partie ne comprend pas, et c'est cette autre partie qui pleure. Le chiffre qui restera dans les manuels, c'est celui d'une tragédie dans la tragédie. Dans la presse de ces jours-là, on ne parle pas de mort, on ne parle pas de chiffres. Mais les historiens, à partir des archives locales et des témoignages, parlent de plusieurs centaines à plusieurs milliers de personnes mortes dans les mouvements de foule des 5 jours. Le chiffre exact, lui, est resté classé pendant des décennies. Officiellement, la tragédie n'a pas existé. Officiellement, le peuple soviétique a fait son devoir de recueillement, en bon ordre, sans accroc. La vérité est plus cruelle. Des gens sont morts piétinés, étouffés, écrasés, en venant dire adieu à un homme qui en avait envoyé mourir par millions. C'est un paradoxe à peine supportable. Des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants peut-être, meurent dans la bousculade en se rendant aux funérailles du tyran qui les a fait vivre dans la terreur. Le système, au dernier acte, dévore ceux qui viennent le saluer une dernière fois. C'est presque une allégorie. Presque une preuve, dit-on parfois, que ce régime a touché, dans ces dernières heures, une forme de vérité cruelle sur lui-même. Pendant ce temps, dans la datcha de Kuntsevo, le pouvoir ne veille pas. Le pouvoir se répartit. Beria est, pendant ces jours, le plus actif. Tous les témoins le remarquent. Non pas le plus éploré, pas le plus accablé, pas le plus discret, le plus actif. Il organise les tours de garde au chevet du mourant. Il coordonne les horaires de visite. Il décide qui peut entrer, qui doit rester à la porte, qui reçoit les communications téléphoniques, qui les transmet. Il se rend utile, méthodiquement, presque joyeusement. Comportement de ministre de l'Intérieur, certes, mais aussi comportement de successeur en rodage, laissant entendre, sans le dire, que l'absence de chef ne paralysera pas la maison, qu'il y a déjà quelqu'un aux commandes. Malenkov, à l'inverse, observe. Il parle peu. Il regarde. Il écoute. Comportement de politicien prudent, en train de recompter ses forces et celles des autres. Khrouchtchev, lui, pleure. C'est lui-même qui le racontera, plus tard, dans des mémoires enregistrées en secret. Il faudra prendre ses larmes avec précaution. Un dirigeant déchu, dictant ses souvenirs à un magnétophone qu'on fait sortir du pays en contrebande,
avait tout intérêt à se peindre en homme sensible. Mais il le dit, et nous devons l'enregistrer comme un document de plus dans le dossier, sans en faire une preuve. 5 mars, 21h50. La respiration de Staline s'interrompt. Le médecin Miasoïnikov racontera, dans des notes longtemps restées confidentielles, l'image exacte. Une respiration qui devient heurtée, un visage qui noircit, puis un dernier sursaut, une inspiration plus large que les autres, et c'est fini. Le corps se relâche. Le silence. Beria se tient à côté. Il est le premier à se lever. Il sort de la pièce. Dans le couloir, à voix haute, afin que tout le monde entende, il prononce quelque chose qui ressemble à un soupir de soulagement. Les témoins ne s'accordent pas sur le mot exact, mais l'esprit, lui, est partout le même. Le sens revient, en russe, à « enfin ». Le mot sera répété pendant 70 ans, glosé, amplifié, légèrement transformé d'une source à l'autre. Certains parlent d'un ricanement, d'autres d'un soupir à peine audible, d'autres encore d'un « nous sommes libres ». La lettre exacte est impossible à fixer, parce qu'aucun enregistrement n'existe, et que tout ce qui circule a été remanié par 70 ans de transmission orale. Mais le contenu est ce qu'il est. Un homme vient de mourir, et le premier mot entendu hors de la chambre par tout le personnel de la datcha est un mot de délivrance. Pas un mot de deuil, pas un cri, un soupir. Cet épisode a alimenté toutes les théories du complot. Si Beria a dit « enfin » à voix haute, c'est qu'il attendait cette mort, c'est qu'il l'espérait, c'est qu'il savait peut-être qu'il l'avait permise. C'est un des piliers du dossier Beria dans la nuit du 1er mars. Mais il faut aussi se souvenir d'une chose. Beria sera arrêté et exécuté en décembre 1953, 9 mois après la mort de Staline. Son procès, presque tous les historiens le disent aujourd'hui, a été monté de toutes pièces. Il avait été, dit-on, l'homme à tout faire du régime, l'agent prêt à se salir les mains, le fusible commode à faire sauter quand on avait besoin d'un coupable. Dans ces conditions, toutes les accusations portées contre lui après sa mort sont à manier avec précaution, y compris celles qui l'arrangent. Le récit de Khrouchtchev surtout, qui n'a aucune raison d'épargner un homme déjà mort, dont la liquidation le blanchit en partie. Ce qui est plus solide que les mots, c'est le comportement général. Personne, autour du corps, n'a le visage défait d'un homme qui vient de perdre son maître de 30 ans. Tous, ou presque tous, ressemblent à des hommes qui viennent de récupérer un outil. Le masque de chagrin est porté. Les bonnes paroles sont dites. Mais les yeux, eux, disent autre chose. Les témoins de l'époque en témoignent, et il n'y a aucune raison de douter de ce point-ci, parce qu'il était dans l'intérêt de tous les présents de paraître accablés. Personne n'y parvient vraiment. Et c'est dans les heures qui suivent que l'histoire bascule, sans transition, du deuil au pouvoir. Le 6 mars, le lendemain de la mort, le nouveau partage est annoncé. Malenkov devient président du Conseil des ministres. Beria devient premier vice-président et conserve le ministère de l'Intérieur. Khrouchtchev hérite d'un poste clé dans la direction du parti. Le tout est rendu public dans la même journée, sans flottement, sans contestation visible, sans surprise pour les appareils du régime. L'efficacité du mécanisme est presque obscène. Là où l'on attendrait l'improvisation, le chaos, la panique, c'est une chorégraphie parfaitement huilée qui se met en place. Tous les postes clés sont déjà attribués. Tous les hommes sont déjà aux bons endroits. Toutes les porte-paroles ont déjà les bons mots. En moins de 24 heures, l'Union soviétique est passée de la dictature d'un seul à un directoire de 4, dans l'ordre exact qui arrangeait ses 4 membres. Cela ressemble à un plan. Cela ressemble à un plan exécuté à la minute près. Une autre lecture est possible. L'appareil d'État soviétique était si lourd, si rodé, qu'en cas de vacance du sommet, des mécanismes de secours entraient en action automatiquement. La bureaucratie n'avait pas besoin de discuter, elle continuait. Les hommes, eux, s'étaient probablement parlé, mais sans qu'on puisse le leur reprocher, avoir un plan B
Quand le chef peut mourir à tout moment, ce n'est pas un crime, c'est de la prudence. La question n'est pas de savoir s'ils avaient un plan. Ils en avaient un, c'est certain. La question est de savoir si ce plan incluait les 18 heures de retard du 1er mars. Si oui, ce n'était plus de la prudence. C'était un choix de laisser mourir. Pour 70 ans, c'est sur ce point que se jouera l'histoire. Ce que nous devons garder en mémoire, en fermant cette troisième partie, c'est la scène telle que les contemporains l'ont vécue. D'un côté, des centaines de milliers de personnes en pleurs dans les rues, et parmi elles, dispersées dans la foule, des dizaines de personnes qui n'en ressortiront pas vivantes. De l'autre, dans une chambre fermée, 4 hommes qui peinent à jouer la douleur, et l'un d'eux qui lâche, en sortant, le mot « enfin ». Cette image-là, plus que tous les bulletins officiels, plus que tous les bulletins médicaux, plus que tous les communiqués de radio, dit quelque chose sur le régime et sur son dernier chef. Quelque chose qui n'est pas un jugement moral, mais un constat de fait. Ce pouvoir n'aimait personne. Et il n'était aimé de personne. Même ses successeurs, ceux à qui il avait tout donné, attendaient le moment de le quitter. Le 1er janvier 1992, un communiqué sec tombe, presque anodin, dans les pages intérieures des journaux russes. Plusieurs fonds d'archives médicales concernant Iosif Vissarionovitch Staline ont été déclassifiés. Les documents avaient dormi sous le sceau du secret pendant près de 40 ans. Un à un, ils sortent. Ce qui apparaît dans ces liasses justifie à lui seul de longues années de recherche ultérieures. Les derniers mois de Staline y sont décrits par ses médecins personnels avec une précision qu'on n'avait jamais eue. Tension artérielle élevée et constante. Athérosclérose avancée. Douleur dans la poitrine. Maux de tête à répétition. Vertige. Le tableau d'un homme dont le système cardiovasculaire, au sens propre, s'effrite. À l'automne 1952, un médecin de confiance resté près de lui, il en restait peu, formule une recommandation claire. Repos total et immédiat. Staline lui aurait répondu d'une manière qui ne souffrait aucune réplique, et le médecin aurait jugé prudent de ne plus jamais renouveler la demande. Ce détail, à lui seul, donne la mesure du personnage. Staline, à près de 73 ans, refuse d'être soigné comme un homme malade. Il refuse d'être un corps qui obéit à d'autres. Il reste, jusqu'au bout, son propre médecin, avec ce que cela suppose d'erreur et de déni. Première conséquence pour notre enquête, ses proches, et notamment les 4 qui se trouvaient à ses côtés depuis des années, savaient. Ils savaient que Staline était gravement malade, que son cœur fatiguait, que ses vaisseaux cédaient, qu'un accident vasculaire majeur pouvait survenir à tout moment. Un dirigeant dans cet état, ce n'est pas seulement un dirigeant, c'est un dirigeant qu'on remplace déjà, mentalement, dans les conversations de couloir. Avoir un plan de succession n'était pas un crime, c'était de la prudence élémentaire. Mais la prudence, à un certain degré, change de nom. Et voici que l'histoire officielle des 18 heures de retard vacille, puis s'effondre. Pendant des décennies, on nous a répété la même explication, resservie par les biographies soviétiques, puis par les premiers ouvrages académiques russes. Tout le monde avait peur. Personne n'osait franchir la porte de Staline sans convocation. Le règlement de la résidence était de fer. Ceux qui l'auraient transgressé auraient payé de leur vie. Cette explication n'est pas fausse. Elle est incomplète. Parce qu'elle oublie un détail essentiel. Le règlement interdisait à la garde d'entrer. Mais quand le garde est entré, le 1er mars au soir, il a téléphoné. Au chef de la sécurité personnelle, Starostin. Starostin, lui, a téléphoné à Beria. Beria, lui, n'a pas répondu « Je ne peux rien faire ». Il a répondu « Staline dort très probablement, n'en faites pas un drame, ne le dérangez pas ». À partir de ce moment, c'est une décision humaine qui a été prise, et non plus une conséquence mécanique d'un règlement. Une décision, pas un accident, pas un oubli, un choix. Celui de ne pas appeler tout de suite, celui de retarder, celui d'attendre. Que ce choix ait été motivé par la prudence, par la froideur,
Par la peur de se tromper ou par autre chose, c'est une autre question. Mais c'est bien un choix. Et c'est ici que l'archive déclassifiée de 92 vient confirmer ce que les soupçons avaient longtemps laissé entendre. Cette année-là, en effet, une autre série de documents arrive au jour. Une commission avait été montée dans les jours qui avaient suivi la mort de Staline, en 1953, pour examiner les circonstances de son décès. Cette commission, presque personne n'en avait entendu parler. Elle avait travaillé dans le silence, tiré ses conclusions, puis classé ses conclusions aussitôt. Le tout avait coulé sous le secret, comme une pierre dans un étang. Et le secret avait tenu, calmement, pendant près de 40 ans. Quand les chercheurs russes, au début des années 90, parviennent enfin à prendre connaissance de son rapport, ils y lisent une formulation d'une prudence extrême, mais d'une clarté sans appel. La décision de différer l'appel à un médecin avait été non motivée. Traduction en langage clair, nous aurions pu faire venir un médecin plus tôt, nous avons choisi de ne pas le faire. Et ce ne sont pas les mots d'un opposant, ce sont les mots d'une commission officielle, travaillant pour le régime, dans les semaines qui ont suivi la mort, et qui consigne par écrit que la chaîne de commandement a fauté. Le rapport ne désigne personne nommément. La bureaucratie soviétique de l'époque avait horreur des noms propres dans ce genre de texte. Mais la structure des faits, elle, parle d'elle-même. Ce 1er mars au soir, un homme a décroché un téléphone, a pris une décision, et cette décision a entraîné un retard de plusieurs heures. Cet homme, tous les autres éléments du dossier le désignent, c'est Beria. 3 lignes d'arguments, indépendantes les unes des autres, convergent. La première ligne, c'est la chronologie du 1er mars. Pendant que Staline gît au sol, Beria et les 3 autres se réunissent à plusieurs reprises. Les comptes rendus de ces réunions sont partiels, troués, parfois contradictoires. L'un d'eux, au moins, a disparu entièrement et sans trace dans les archives. Mais les fragments qui restent disent une chose intéressante. On y parle, déjà, du futur organigramme du pays. Avant la mort officielle du dirigeant, dans la nuit où il agonise, on discute de qui prendra quoi. Cela ne prouve rien d'illégal en soi. Avoir un plan de relève est raisonnable. Mais l'anomalie se trouve ailleurs. On en parle cette nuit-là, et on en parle entre 4 personnes, sans en référer à qui que ce soit. Sans témoin. Sans procès-verbal officiel. Cela ressemble à un partage de pouvoir anticipé. Cela ressemble, au minimum, à un secret partagé. La deuxième ligne, c'est l'affaire des médecins. Au cours des dernières semaines de Staline, cette campagne continue. 9 médecins sont toujours emprisonnés. Des expertises sont en cours, le pays vit dans la psychose. À peine 10 jours après la mort de Staline, à la fin du mois de mars 1953, tous les médecins sont relâchés. Tous. L'affaire est officiellement reconnue comme une fabrication. Beria, dit-on, aurait personnellement porté l'annonce. Quelle coïncidence. Le chef qui meurt un 5 mars, l'affaire montée contre ces médecins arrêtés d'autorité 3 semaines plus tard, avec une célérité que le système soviétique ne montrait jamais en pareil cas. Cette rapidité ne peut signifier qu'une chose. La décision de fermer ce chapitre avait été prise avant la mort de Staline. On attendait le moment. Le moment est arrivé. On appuie sur le bouton. La 3e ligne est la plus discutée. Et c'est pour cela qu'il faut la présenter comme une hypothèse, non comme un fait. Selon plusieurs sources convergentes, parmi lesquelles les notes tardives de Molotov, faites dans sa vieillesse, plusieurs témoignages indirects, quelques documents internes, Staline préparait, à la fin de l'année 1952 et au début de 1953, une nouvelle vague de purge. Et cette vague, cette fois, aurait visé Beria, Malenkov, peut-être d'autres. Si cela est vrai, alors Beria n'avait plus seulement une raison politique d'espérer la mort de Staline. Il avait une raison de survie. Staline vivant, Beria était mort. Staline mort, Beria pouvait espérer. Ce n'est pas la preuve d'un acte, c'est la preuve d'un intérêt,
La nuit où Staline tombe au sol, Beria a, objectivement, davantage qu'aucun autre à perdre ou à gagner de cette agonie. Et puis il y a le reste qui ne rentre dans aucune des trois lignes, le reste qui fait frémir. Les semaines qui précèdent le dîner funeste du 28 février, les chercheurs ont retrouvé, en croisant les agendas des gardes et les souvenirs des employés, plusieurs réunions entre Beria, Malenkov et d'autres figures du régime. Aucune trace dans le journal officiel des visites de la datcha. Aucun compte-rendu. Aucun document. Aucun témoin enregistré. Croisement de dates, recoupement d'agenda, recoupement de témoignages oraux, oui, ces réunions ont eu lieu. Mais ce qui s'y est dit, qui y assistait exactement, où elles se tenaient, presque rien. Dans un système où tout s'inscrivait, où chaque visite était consignée, où chaque rencontre donnait lieu à un petit papier classé, l'absence de traces n'est pas un oubli, c'est un effacement. Quelqu'un ne voulait pas que ces rencontres laissent une trace. Et ce quelqu'un, c'était ceux qui y participaient. Le calendrier politique qui suit, lui, est remarquablement huilé. Le 5 mars, Staline meurt. Le 6 mars, la nouvelle équipe est annoncée. Aucun flottement, aucune improvisation visible, aucune lutte au sommet public. Tout est prêt, tout est signé, tout est diffusé dans l'ordre exact prévu. La précision de ce mécanisme a de quoi frapper. Elle suggère un plan exécuté à la seconde près. Elle prouve, au minimum, que plusieurs personnes attendaient ce moment et s'y étaient préparées. Elle ne prouve pas qu'elles ont provoqué ce moment. Mais elle rend la question impossible à balayer d'un revers de main. Une partie des historiens objectent que la machine bureaucratique soviétique était si bien réglée qu'en cas de vacance du sommet, elle continuait à tourner toute seule. Les procédures de remplacement fonctionnaient sans qu'on eût besoin de les activer à la main. C'est une lecture possible. Elle ne contredit pas la précédente. Elle ne fait que la rendre plus inquiétante. Un système si bien huilé qu'il continue tout seul n'a pas besoin que ses opérateurs le poussent dans une direction particulière. Il suffit que ces opérateurs ne s'y opposent pas. Et c'est bien là, peut-être, que se loge la vérité. Les 4 de la nuit du 1er mars n'ont probablement pas signé un protocole « Laissons-le mourir ». Ils n'ont probablement pas prononcé ces mots. Ils n'ont probablement pas formé de serment. Ils ont simplement laissé faire. Ils ont choisi de ne pas appeler. Choisi d'attendre. Choisi de se réunir entre eux plutôt qu'avec des médecins. Choisi de gérer l'événement à leur manière, à leur rythme, selon leur calendrier. 18 heures de retard, ce n'est pas l'œuvre d'un seul instant criminel. C'est une suite de micro-décisions prises, minute par minute, par des hommes qui savaient qu'en agissant autrement, ils auraient peut-être sauvé Staline, et qu'en ne l'agissant pas, ils gagnaient en revanche une chance d'exister politiquement sans lui. Beria, dans ce scénario, est davantage que les autres. Il est le seul à pouvoir bloquer la chaîne sans que personne ne s'en offusque. Les autres n'avaient pas la même autorité sur les organes de sécurité. Lui seul pouvait dire aux gardes « N'en faites rien, ça va aller, retournez à vos postes ». Et c'est ce qu'il a fait. Pas en uniforme de conjuré, mais en costume de ministre prudent qui temporise. Le crime éventuel, si crime il y a, n'est pas spectaculaire. Il est insipide. Il ressemble exactement à l'image du régime. Un geste de bureaucrate, sans drame, sans pathos, presque sans visage. Et c'est pour cela qu'il est presque impossible à prouver et qu'il restera, longtemps encore, dans cette zone grise où l'histoire ne donne plus de réponse nette. Beria, lui, ne verra pas le procès qu'on lui intentera après. 9 mois après la mort de Staline, il sera arrêté en plein conseil, jugé à huis clos et exécuté en décembre 1953. La presque totalité des historiens considèrent aujourd'hui que ce procès fut monté, calibré pour offrir une victime toute trouvée et faire oublier, du même coup, des questions plus gênantes. Une exécution commode, un témoin de trop, un homme qui en savait trop, qui aurait pu parler de cette nuit du 1er mars, et dont les successeurs, à commencer par Khrouchtchev, ont préféré qu'il se taise pour toujours.
5 mars 1953, 21h50. Dans la chambre de la datcha de Kuntsevo, un homme qui a pesé sur bas 100 millions de vies humaines pendant un tiers de siècle inspire une dernière fois, plus profondément que les autres, puis se tait. Le silence qui suit n'est pas un silence ordinaire. C'est un silence qui dure, dit-on, plusieurs longues secondes avant qu'un médecin ne s'approche, ne prenne le poignet, ne confirme l'arrêt, ne formule les mots de procédure. Ensuite viennent les visages, et ce qui s'y lit, c'est ce que tout le monde autour de la table soupçonnait depuis des mois. Personne ne pleure. Personne n'est réellement effondré. Personne ne fait semblant de l'être avec assez de naturel pour y croire. Ce qui s'y lit, c'est du calcul. C'est du soulagement. C'est, parfois, l'ombre d'un sourire que la bienséance commande de retenir. Précisons d'abord ce que la médecine de 1953 pouvait faire et ce qu'elle ne pouvait pas. L'accident vasculaire dont Staline a été victime ce 1er mars est un accident hémorragique. Un vaisseau s'est rompu dans le cerveau et le sang s'est répandu dans les tissus environnants. Les médecins de Staline l'ont constaté dès le matin du 2 mars, à la première auscultation. Ce diagnostic, posé, ferme, sans appel, emporte avec lui une vérité clinique froide. À cette époque, dans ce pays, avec les moyens disponibles, une hémorragie massive de ce type était presque toujours mortelle. La neurochirurgie faisait ses premiers pas. L'imagerie cérébrale moderne n'existait pas encore. Les techniques de réanimation, de monitorage, de contrôle de la pression intracrânienne qui sauvent aujourd'hui certains patients n'étaient pas concevables. Cela posé, ajoutons aussitôt l'autre moitié du dossier. Chaque heure compte. Les premières heures, surtout, sont décisives. Avec des soins intensifs précoces, contrôle de la tension, position du corps, prévention des complications respiratoires, surveillance continue, on peut, parfois, prolonger la vie de quelques jours. On peut, parfois, stabiliser l'hémorragie, limiter son extension, gagner du temps. On peut, parfois, permettre au cerveau de compenser partiellement. C'est une question de degré, pas de miracle. Et 18 heures sans aucune prise en charge, c'est un degré d'abandon qui change la donne. 18 heures, c'est la différence entre un combat vasmojnom et un combat d'avance perdu. Les médecins qui l'ont vu le 2 mars au matin l'ont dit sans ambiguïté dans les décennies qui ont suivi. Le dégât cérébral, à leur arrivée, était tel que la question n'était plus vraiment de sauver le patient, mais de lui offrir un sursis mesurable. Tissu nerveux détruit au-delà de toute récupération. La sentence, disent-ils en termes techniques, était déjà largement écrite. Mais un sursis même de quelques jours, même de quelques heures, ce n'est pas rien. Pour le patient, c'est une chance infime de récupération. Pour son entourage, c'est une durée d'incertitude pendant laquelle nul ne peut bouger. Tant que Staline respirait, même inconscient, même sans parole, même avec un seul côté du corps en état de marche, personne ne pouvait rien faire de net. Tant qu'il vivait, l'agenda de la succession restait suspendu. La mort n'était pas un drame, c'était une libération opérationnelle. L'agitation a duré 4 jours. 4 jours de bulletins. 4 jours de visites codifiées. 4 jours pendant lesquels Beria, en costume sombre, a tenu le premier rôle, réglant les heures d'entrée, filtrant les visites, organisant, selon les témoins, presque tout. 4 jours pendant lesquels Khrouchtchev a pleuré, ou a prétendu pleurer. 4 jours pendant lesquels Malenkov a observé et s'est tu. 4 jours qui se sont terminés, ce 5 mars au soir, dans la scène que nous venons de décrire. Et puis la mécanique du pouvoir s'est emballée. Beria ne survivra pas longtemps au maître qu'il a peut-être contribué à laisser mourir. En juin 1953, lors d'une réunion du présidium du comité central, il est arrêté séance tenante. Au sens propre, on lui passe les menottes dans la salle où il venait de s'asseoir. Le récit officiel, fourni plus tard par Khrouchtchev et ses alliés, décrit un Beria prêt à prendre le pouvoir par la force, déjà engagé dans des manœuvres de police politique, déjà en train de tester ses propres partisans. Selon cette version, il aurait fallu l'arrêter avant qu'il ne passe à l'acte. 9 mois plus tard, en décembre 1953,
Beria est passé par les armes. Avec lui, disparaissent tous les témoignages directs possibles sur la nuit du 1er mars. Avec lui disparaît, surtout, quelqu'un qui en savait trop. Et pas seulement sur Staline, mais sur tous les autres. C'est une des thèses qui revient aujourd'hui dans la littérature historique. L'élimination de Beria n'avait pas pour seul motif la prétendue tentative de coup d'État. Elle avait aussi pour fonction d'éteindre définitivement le témoin gênant des heures troubles de Kuntsevo. Un témoin qu'il était plus sûr de faire exécuter que de faire parler. Malenkov tient 3 ans. 3 ans à la tête du gouvernement soviétique, puis il est progressivement écarté par Khrouchtchev. Il meurt en 1988, à 5-6 ans, dans une Moscou qui n'est déjà plus tout à fait l'Union soviétique. Khrouchtchev, lui, reste plus longtemps. En 1956, au 20e congrès du parti, il lance la grande offensive contre le culte de Staline. Discours secret, lecture à huis clos, déstalinisation partielle. C'est son œuvre, c'est son nom, c'est son geste historique. 10 ans plus tard, en octobre 1964, il est à son tour écarté, sans violence mais avec humiliation, retiré du pouvoir pendant qu'il dort et remplacé par Brejnev. Il meurt en 1971. Mais il laisse, lui, un objet plus durable que ses mandats politiques. Ses mémoires, enregistrées en secret, micros cachés, copies sorties du pays par des moyens détournés, publiées à l'étranger avant d'être récupérées par les Russes eux-mêmes. Ces mémoires sont devenues l'une des sources majeures sur l'époque stalinienne. Et elles sont aussi, par construction, profondément partiales. Un homme battu par le système qu'il a contribué à faire fonctionner parle du système qu'il a contribué à faire fonctionner. Il arrange, il filtre, il accuse ses ennemis morts, il s'absout. À chaque ligne, il faut se souvenir qui parle, quand et pourquoi. Aucun des trois, ni Beria, ni Malenkov, ni Khrouchtchev, n'a jamais prononcé la phrase claire. Aucun n'a jamais dit « Nous savions qu'il allait mourir. Nous avons choisi de ne pas appeler. » Ils ont parlé par silence, par omission, par version soigneusement cadrée. Et leur silence, à lui seul, est déjà une réponse. Dans un système où chaque aveu pouvait tuer, où chaque mot de trop devenait un chef d'accusation, où le silence était l'unique mode de survie, le silence de ces hommes sur les heures décisives n'est pas un oubli, c'est une protection. C'est, probablement, un accord passé entre eux, à un moment ou à un autre, de ne jamais confesser. Ce silence a pesé sur 7 ans d'histoire. Il a permis à toutes les versions de circuler. La mort naturelle, l'empoisonnement par Beria, le complot du Politburo, l'apoplexie imprévue. Il a permis à chaque lecture politique de choisir son Staline. Celui de la propagande initiale, héros de guerre et bâtisseur d'empire, celui des années 70, monstre aux mains rouges, celui des déclassifications des années 90, despote sénile abandonné par les siens. Aujourd'hui, dans les années 2020, le paysage est devenu plus compliqué encore. Les preuves documentaires sont plus nombreuses, mais elles pointent toutes dans des directions différentes. Aucun fait nouveau n'a refermé le dossier. Chaque nouvelle archive ouverte a surtout confirmé qu'il s'agissait d'un système saturé de secrets, où la vérité complète n'existait nulle part. Ce que l'on peut dire de manière solide, en 2025, tient en quelques points. 1. Staline est mort d'un accident vasculaire hémorragique massif, diagnostiqué sans ambiguïté par ses médecins. 2. Il n'a pas reçu de soins pendant environ 18 heures après l'accident supposé, ce qui constitue, au regard des connaissances médicales de l'époque, un retard aux conséquences possiblement lourdes. 3. La décision de ne pas appeler un médecin dans la nuit du 1er mars a été prise collectivement par un petit groupe, et la responsabilité opérationnelle directe en revient à Beria. 4.
Beria avait, à titre personnel, des raisons politiques et possibles vitales de souhaiter la fin de Staline, des raisons que les archives ne démontrent pas avec certitude, mais que plusieurs sources convergentes rendent plausibles. 5. Dès la mort annoncée, le transfert de pouvoir s'est effectué en moins de 24 heures, avec une fluidité qui suggère une préparation préalable. 6. Aucune source crédible ne permet d'affirmer qu'un empoisonnement, un assassinat direct ou un complot signé ait eu lieu. Aucune non plus ne permet d'écarter totalement cette hypothèse. Mais la vérité ici n'est pas dans la liste. La vérité est dans la mécanique. Staline avait bâti un État comme on bâtit une machine à produire de la peur. Cette machine avait 30 ans. Elle fonctionnait. Elle broyait. Elle imposait. Et comme toute machine fondée sur la terreur, elle était devenue, au fil des ans, incapable de protéger son propre créateur. Car la terreur n'a pas de sens moral. La terreur ne distingue pas entre un coupable et un innocent, entre un opposant et un allié, entre un garde et son maître. La terreur finit toujours, si on lui laisse le temps, par se retourner contre celui qui l'a installé. Autour de cette chambre, dans cette nuit, ceux qui auraient pu sauver Staline étaient précisément ceux qui, depuis 30 ans, avaient appris à survivre en ne faisant rien sans ordre. Ordonner, c'était le privilège de Staline. Sauver Staline, c'était empiéter sur son privilège. Et empiéter, dans cette machine, cela pouvait coûter la vie. Le paradoxe final, qui est en même temps la réponse la plus honnête que l'on puisse formuler, tient en peu de mots. Staline n'a pas été tué au sens où l'on tue un homme en lui plantant un couteau dans le dos. Staline n'a pas non plus été sauvé, parce que personne ne pouvait le sauver sans risquer sa propre tête. Staline est mort au milieu d'un système qu'il avait lui-même rendu incapable de le sauver. Sa mort n'est ni un hasard complet, ni un assassinat complet. C'est l'aboutissement, presque logique, presque mécanique, d'une architecture du pouvoir qui ne tolérait aucune initiative, aucune improvisation, aucune pitié. Le système ne fonctionne plus quand son maître tombe. Le système, ce soir-là, n'a pas fonctionné. Et Staline en est mort. Reste la question qui fâchera longtemps encore. Aurait-on pu le sauver ? À 18 heures d'écart, au prix d'une mobilisation médicale qui n'a pas eu lieu, est-ce que Staline aurait survécu ? La médecine de l'époque aurait, probablement, prolongé la vie de quelques jours, peut-être de quelques semaines. Elle n'aurait probablement pas inversé le cours des choses. Mais il y a une différence, moralement et historiquement, entre mourir d'une maladie et mourir abandonné. Staline, ce 1er mars, est mort abandonné. Pas forcément assassiné, abandonné. Et l'abandon